Elles manifestent, elles collent des affiches, des messages revendicateurs, elles éduquent, elles interrogent, elles désobéissent civilement pour plus d'égalité. Elles ne cachent pas ou plus leur colère, elles tentent d'occuper les espaces, retourner la logique patriarcale. Elles luttent contre le sexisme, le racisme aussi. Elles et elles prennent place. Bonsoir, bienvenue dans Autrement. On s'entoure de celles qu'on peut nommer les nouvelles guerrières. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes notamment avec Elisa Vedeka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de ce film, hein, Les Nouvelles Guerrières, qui, vous allez le dire mieux que moi, mais qui regroupe des actions féministes, des collectives, on les appelle au féminin, qui sont ici à Bruxelles et qui font bouger les choses. Oui, tout à fait. Voilà, le film présente un féminisme intersectionnel, décolonial, et ces 9 collectives parlent d'une réalité à Bruxelles qui est parfois un peu dure pour les femmes et celles qui s'identifient comme femmes, et chacune à leur manière reprennent la rue, se réapproprient l'espace public, essaient de créer un vivre ensemble plus égalitaire au travers de leurs actions super diverses et super impactantes aussi. Voilà. Et on va voir des extraits intersectionnels parce que il n'y a pas de hiérarchie dans les luttes, dans certaines luttes. Mais par exemple, les vôtres, Stéphanie Ngaloula Moukadi, vous êtes représentante du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et vous participez à ce film. Hein, on vous interroge, vous prenez la parole, vous prenez place pour expliquer cette particularité de lutte qui vous est propre, lutte contre le racisme et lutte contre le sexisme à la fois. Oui, effectivement, donc dans le milieu féministe, de manière générale, il y a encore énormément de zones d'ombre et énormément d'angles morts qui ont été laissés de côté du fait même que autant on est dans un groupe minorisé comme le féminisme, il y a des minorités qui sont très très souvent invisibilisées au sein même de ce mouvement-là. Donc c'est ce qui se traduit par notre engagement à travers ce documentaire. Vous dites dans le film que vous n'êtes pas noire du lundi au vendredi et puis femme du jeudi au dimanche, donc c'est tout ça aussi l'intersectionnalité dont vous faites preuve finalement et vous devez faire preuve, on en reparlera. De l'autre côté de la table, Johanne van der Steen, l'une des déchaînées. Les déchaînées, ce sont ces rideuses à vélo, ces femmes ou ces minorités, ces personnes issues des minorités de genre qui occupent la ville à 2 roues, lors de rides principalement, mais aussi à vélo tous les jours, quotidiennement. Oui, voilà, tout à fait. Nous, on utilise le vélo comme outil d'expression et d'émancipation parce que la rue est et reste un espace sexiste, oppressif, violent et qu'on doit au quotidien, comme tu l'as dit, se battre pour nos propres droits. Et c'est ce qu'on fait avec le collectif des déchaînés. Et on va voir aussi que ça se fait de manière joyeuse et ludique, c'est important évidemment. Barbara Dupont, la dernière des invitées ce soir. Alors vous n'êtes pas dans ce documentaire Les Nouvelles Guerrières, mais vous êtes académique, vous travaillez comme chercheuse, comme vous enseignez aussi au sein de hautes écoles ou d'universités. Ça veut dire que vous avez cette logique-là, votre logique militante aussi, vous êtes militante, je ne l'ai pas encore dit, mais que ça se traduit aussi dans votre travail de tous les jours au sein d'institutions comme des universités ou des hautes écoles. Ah oui, exactement. Je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent, que je comprends, parce que le monde militant et le monde académique sont des mondes différents, mais je pense que l'erreur, c'est de penser que ce sont des mondes opposés. Alors qu'en fait, c'est ces 2 univers qui se nourrissent tout à fait. Et du coup, c'est vrai que, oui, moi, du coup, je suis un petit peu sur le pont entre les deux. Forcément, il y a des liens et il y a des ponts entre les deux. Vous êtes aussi autrice de la page D'où, un compte Instagram, un blog, une page Facebook où vous nous expliquez pourquoi vous êtes en colère et ce qui vous met en colère. On y reviendra. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette émission, je vous propose de se plonger dans la réalité de ce film, Les Nouvelles Guerrières, et d'en regarder un extrait. Regardez.
il y a plein de mecs qui, de façon complètement non sollicitée, viennent te perturber. Alors, comme si c'était pas légitime que tu sois juste là en train d'exister dans l'espace public. Et une fois que tu t'en rends compte, tu peux plus ne pas le voir en fait. Et c'est vraiment inacceptable. Enfin, je me sens menacée des fois avec un regard, c'est chaud quand même. Je me demande d'où ces hommes s'octroient ce droit en fait. Et c'est ce système. Ce qui représente pour moi le patriarcat, c'est ce que Virginie Despentes théorise par rapport au viol, de dire que le viol c'est un système, c'est organisé. La peur du viol, qui peut s'apparenter en fait aussi à la peur de l'espace public, c'est quelque chose qui est voulu en fait. C'est vraiment quelque chose qui est mis en place au niveau institutionnel pour que les femmes n'aillent pas dans ces espaces. C'est important de se faire voir, de se faire entendre, d'imposer notre présence. Si toutes les femmes qui portent un foulard décidaient de ne pas aller à l'UNIF demain et d'accepter cet arrêté, on serait invisible. Et du coup, là, d'une part, ils auraient gagné, mais ensuite, on permet aussi aux gens de dire qu'on n'existe pas tout simplement et c'est trop facile. En fait, c'est vraiment être féministe malgré nous. Ouais. On est né avec ces combats-là, ces réalités-là. Si on les mène pas, on se fait écraser par cette société, en fait. Et mentalement, ça peut aller très loin. Dans cette lutte féministe contre le sexisme, il n'y a pas de petit combat en fait. T'es une jeune femme cis qui a 21 ans, tu vas réussir à tenir tête à ton copain qui t'a posé la question 7 fois pour que vous ayez un rapport sexuel. C'est un sacré combat. Toutes les micro et grandes expériences qu'on a dû vivre depuis qu'on est né en fait, c'est ça qui fait que de plus en plus de femmes se révoltent, je pense, et que de plus en plus de personnes ont envie de se mobiliser pour le féminisme. Voilà le combat. Est-ce que vous sentez, Elisa, quand vous avez réalisé ce film, que ce combat il est rejoint par de plus en plus de personnes? Est-ce qu'il y a une espèce de nouvelle vague bruxelloise de féminisme où on sent une action, une envie d'avancer et de plus en plus de militantes? Alors moi je crois que de toute façon ces actions-là elles s'inscrivent dans une continuité. Le féminisme il existe depuis toujours, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de renouveau. On voit ces nouvelles générations diversifier leurs pratiques et toucher un public de plus en plus large et de plus en plus aguerri. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Et donc c'est vrai que du coup ça crée un chouette effet, une chouette dynamique, quoi. Moi-même, je sais qu'en commençant ce documentaire, je n'étais pas au courant de toutes les questions en fait, qu'on a abordées dans ce film et ça a été hyper enrichissant. Et j'espère que du coup ça a été le cas aussi pour d'autres personnes et celles qui étaient aussi intéressées par le sujet ont pu en apprendre plus, qu'on a pu répondre à leurs questions. S'ouvrir plus. Alors le documentaire, je vous propose de le regarder si vous êtes téléspectatrice de BX1, il y a moyen de le trouver sur internet, mais c'est comme ça qu'il se déroule, Stéphanie. Vous répondez en fait entre collectives, donc vous allez pouvoir décrire d'autres collectifs dont vous connaissez l'action ou pas forcément. Est-ce que ça a été un intérêt pour vous et qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre d'autres féministes, militantes féministes parler de vos combats? Mais là, je rends vraiment hommage au travail d'Elisa qui donnait une puissance et un sentiment de solidarité très important. Moi, ce que j'ai trouvé très chouette aussi dans la question que vous posez, c'est le fait que non seulement la grande majorité d'entre nous connaissions les autres collectives, et donc c'est déjà important de se rendre compte qu'il y a naturellement cette espèce de solidarité qui existe, mais ça fait toujours quelque chose de se rendre compte que malgré le fait qu'on ne se connaisse pas personnellement, on se suit l'une l'autre et on trouve une forme de pouvoir et de validation et d'encouragement dans les différentes actions qui sont menées par toutes les autres, même si on n'est pas forcément dans un rapport ça valorise personnel et ça donne intime. du sens en fait. Non seulement ça donne du sens, mais malheureusement, et c'est ce qu'on évoquait encore dans l'extrait, l'institution fait penser aux femmes la plupart du temps que ce qu'elles vivent, c'est elles à titre personnel. Et donc parfois, quand bien même on sait que c'est une réalité, quand on entend l'autre décrire ce que l'on vit dans son quotidien, mentalement, psychologiquement, dans son psyché, ça nous donne une forme non seulement d'assurance que je ne suis pas folle, que d'autres personnes le vivent aussi, et qu'il y a un pouvoir dans la parole, dans la libération de cette parole-là, et dans l'acceptation de celle-ci. Et surtout, on n'attend plus qu'on nous donne la parole, on la prend, et on crie, on prend de la place.
C'est en prendre place et ça me fait vraiment penser à votre page Doux. Donc on va voir à quoi ça ressemble sur Instagram notamment. Ce sont Doux, c'est une... expliquez-moi, d'où ça vient ce Doux? Pourquoi vous avez décidé d'appeler votre page Doux? Ouais, le Doux à la base, c'est, pour être honnête, c'est un petit tic de langage que j'ai. En fait, ça exprime la colère, l'incompréhension et le côté absurde aussi. Mais d'où on est moins payé, quoi. C'est ça. D'où tu me siffles dans la rue. Donc c'était un petit peu ça l'idée, et je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, moi je sens que j'ai cette colère, je sens qu'elle est juste, je sens qu'elle est légitime, et comme j'ai le background que j'ai, comme j'ai le travail que j'ai, je sens aussi que j'ai bien les armes pour argumenter ça, et maintenant je vais plus être en colère toute seule, quoi. Et donc il y a cette force de pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez justement, on en parlait tout à l'heure, à allier ça avec votre rôle de chercheuse, d'enseignante aussi? Est-ce que vous pouvez dire ça par exemple aux élèves qui vous suivent? Comment vous gérez cet aspect sur les deux fronts? Oui, je gère sans problème en fait. C'est pas... Je pense qu'il y a une méconception de ce qu'est être militant et militante. On nous colle une grosse étiquette de subjectivité par défaut, alors que justement... Comme si c'était marginalisé, comme si on était dans l'opposition de la société, alors qu'en fait non. Oui, c'est ça. C'est toujours dans l'émotivité aussi, dans l'émotionnel. Être militant, c'est toujours dans l'émotion, tandis que l'autre est dans le rationnel. Oui, c'est ça. On a d'un côté la recherche qui est on me demande souvent comment j'allie les deux, donc c'est très connoté de cette façon-là. D'un côté, la recherche qui est froide, qui est sans émotion, qui est objective, et puis de l'autre côté, il y aurait le militantisme. Et c'est vraiment une méconception parce que ici, tout en tant que militante, en fait, on lit, on se nourrit de la recherche. Le féminisme, c'est pas que des opinions, c'est des arguments. Et c'est ce côté-là, je pense, qui manque un petit peu. Ouais, et c'est ce qu'on comprend aussi dans Les Nouvelles Guerrières, c'est ce qu'on comprend à travers votre page. Alors revenons maintenant sur votre travail, Stéphanie Ngaloula. Vous le faites pour le collectif Mémoire coloniale, vous le faites pour vous, j'imagine, et vous nous expliquez, par exemple, dans le film, c'est à nouveau un extrait d'Elisa, la place, l'oppression qu'a la société coloniale, évidemment, dans la ville, partout dans le mobilier urbain, dans les monuments qui sont derrière nous, autour de nous, tout le temps. Je vous propose de regarder cet extrait. Bien souvent, lors des visites guidées des coloniales qu'on organise, on traverse des monuments très importants et qui souvent sont vraiment ignorés par la grande majorité des citoyens et des citoyennes bruxellois. Et ici, par exemple, on est face à un monument qui s'appelle le monument des pionniers belges au Congo, donc en colonie. C'est un monument qui est une véritable propagande coloniale. Et il y a une allégorie dans cette représentation qui veut qu'en fait, la femme noire, c'est la colonie et elle offre son bien le plus cher, à savoir son enfant et les richesses coloniales à la Belgique. C'est extrêmement violent et en termes de symbolique, ça renvoie déjà une image de quel est le positionnement et la place qu'on accorde aux femmes noires en particulier dans ce monument, la manière dont elles sont représentées. Voilà, extrait choisi de ce documentaire Les Nouvelles Guerrières où vous intervenez. Vous expliquez aussi ensuite que cette convergence des luttes, parfois elle est dure à trouver. Là, on voit les images derrière vous. C'est un bâtiment du côté de la porte de Namur qui est un bâtiment colonial et féministe à la fois. Expliquez-nous un peu. Non, enfin, il est présenté comme étant féministe, mais en tant que tel, c'est vraiment la représentation des angles morts que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'à la fois, énormément de personnes peuvent se revendiquer être des féministes, mais en fait, être des oppresseurs, des oppresseuses en l'occurrence. Et c'est cette symbolique-là, et ça se voit à travers donc, le monument que j'évoquais dans l'extrait que vous avez diffusé. Au sein même des mouvements féministes, il y a énormément mouvement féministe mainstream, il y a énormément de réflexes coloniaux, il y a énormément de réflexes de dominante, il y a énormément de réflexes d'invisibilisation
Et on le voit, et c'est quelque chose vraiment qui a un héritage. On le retrouve encore à l'époque contemporaine, quand on a des débats dans lesquels les principales intéressées ne sont pas conviées, ne sont pas partie prenante à la conversation. C'est ces réflexes-là qui sont encore très présents à l'heure actuelle. Et ça se manifeste dans énormément de domaines. Prendre part à une émission dans laquelle on n'a pas prévu de maquillage pour quelqu'un qui ressemble à vous, c'est dans plein de petits domaines comme ça. Et c'est difficile de pouvoir faire entendre cette parole-là, qu'on peut à la fois être une femme, à savoir oppressée du fait de sa condition, et à la fois être un oppresseur du fait de sa couleur, par exemple, ou du fait de sa condition quand on est valide. On peut très bien être une femme et oppresser quelqu'un d'autre du fait de sa condition sociale, en étant classiste, en étant homophobe, par exemple. Et c'est très difficile d'entendre cet argument-là, et c'est très difficile pour les mouvements féministes mainstream de pouvoir reconnaître qu'elles-mêmes sont à même de jouer un rôle d'oppresseur, et elles-mêmes d'accepter que bien souvent l'avancement dans certains domaines socio-économiques se fait sur le dos des femmes du Sud. Et c'est dans tous les domaines médicaux, socio-économiques. Cette conversation-là rend la non-possibilité d'entendre ces arguments, rend les solidarités quasi impossibles, ou alors c'est des solidarités qui ne s'entendent qu'à des moments bien précis. Donc il y a une hiérarchie dans cette solidarité. Une solidarité dans laquelle il y a la grande sœur, la petite sœur, le droit d'aînesse, et donc on hiérarchise les moments pour lesquels il faut y avoir une solidarité, et bien souvent elle se fait que dans un seul sens. Et la convergence des luttes, c'est un immense travail, hein, et c'est ce que vous faites à travers votre collectif, mais c'est ça, toujours se reposer la question de qui je suis l'oppresseur finalement quand j'agis de cette manière, et je pense que c'est intéressant, et c'est pour ça que vous êtes aussi sur ce plateau ce soir, pour parler de féminisme et de lutte contre le patriarcat. Alors allons voir du côté des déchaînés, Joanne. Donc comment c'est né ce groupe de rideuses? On va voir des images, hein, on va vous découvrir dans la rue. Comment c'est né cette idée de prendre place dans la rue, les masses critiques on connaissait à Bruxelles, ici c'est des masses critiques mais féminines ou de minorité de genre. Pourquoi, comment c'est arrivé? La collective est née suite à une initiative du Poisson sans bicyclette, où elles ont projeté le documentaire Ovarian Psychos, et qui est justement l'histoire d'un groupe de personnes racisées à Los Angeles qui militent en rue pour un espace plus sécurisé. Et on s'est inspiré, alors évidemment on n'est pas du tout dans le contexte de Los Angeles ici à Bruxelles, mais on s'est inspiré de cette lutte-là pour le retranscrire ici à Bruxelles, le revivre ici à Bruxelles et le mettre à notre sauce. Alors ça a commencé doucement avec quelques réunions, ça a mis du temps à se lancer, à trouver quelles étaient nos valeurs, sur quoi on allait s'appuyer, comment mettre tout ça en place, qu'est-ce qu'on allait mettre en place aussi, des rails, des ateliers, quoi d'autre. Voilà, on a bientôt 2 ans en juin, et ça va être une belle. Il y a de plus en plus de participants lors de vos rides. C'est assez impressionnant aussi, hein. Je vous ai vu personnellement arriver en masse, en groupe. On sent vraiment une énergie hyper positive qui se dégage de vos rassemblements. Le côté ludique est aussi important. Vous essayez un peu de jouer sur cette joyeuseté sans tomber dans la naïveté, mais d'être ensemble positivement. Oui, tout à fait. Donc moi, je n'aurais pas dit ludique, mais en tout cas de lutter dans la joie. Et c'est vraiment... C'est vrai que nous, on lutte sur le terrain, on lutte dans la rue, on lutte en faisant, et on lutte en faisant nombre. Et ce nombre est très très important, en tout cas dans notre démarche. C'est là, en tout cas, qu'on se sent puissante et qu'il y a vraiment un message qui est porté et une sécurité de groupe qu'on peut amener aussi grâce à ce nombre. Et c'est aussi la confirmation que c'est un réel besoin sociétal de pouvoir s'exprimer de la sorte, et un besoin énorme d'une grande communauté qui est grandissante aussi. Mais effectivement, la notion de joie et de lutter dans la joie est très importante. On va regarder aussi pourquoi la notion de vélo est importante quand on est une femme dans une ville comme Bruxelles, et comment ça peut participer à l'émancipation des corps. J'ai rencontré d'autres de vos collègues des déchaînés hier. Écoutez ce qu'elles ont à nous dire. Mon inconfort et
la sensation d'être un peu tout le temps traqué dans la rue, d'être observé, d'être harcelé. D'ailleurs, c'est pas des sensations, c'est la réalité. Elle est beaucoup due au manque de liberté de bouger en fait. Donc le vélo, à partir de là, vu que c'est un moyen de prendre de la vitesse et de démarrer très vite un peu n'importe où, parce qu'on peut toujours se glisser entre deux voitures, on peut monter sur un trottoir, on peut un peu disparaître à tout moment. Donc voilà, pour moi, le pouvoir du vélo, le premier, c'est vraiment ça, quoi. Je peux disparaître quand je veux, je suis rapide, on peut pas me suivre. Ça reste quand même un outil qui est super accessible parce que c'est quand même peu cher. Si on apprend à l'entretenir soi-même, on peut aussi quand même dépenser peu d'argent. Et il y a plein d'aménagements qui sont possibles pour rendre le vélo accessible à toutes sortes de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des vélos assistance électrique pour des personnes qui n'auraient peut-être pas une bonne condition physique ou qui auraient des maladies chroniques ou qui sont plus âgées. Il y a également des tricycles, il y a également des systèmes de vélo cargo qui existent pour transporter des personnes à mobilité réduite. Donc il y a tout cet éventail-là qui fait qu'en fait ça peut être vraiment quelque chose qui s'adresse à tous et à toutes. Alors, autre constat, Johan, des déchaînés, de l'engouement que ça a pris, le confinement n'y est sans doute pas pour rien. Vous avez eu beaucoup plus de participants, participantes lors de ces dernières éditions. Mais oui, donc le confinement et cette crise sanitaire a quand même fait augmenter l'injustice, les inégalités, surtout des femmes et des minorités de genre. Et donc ça a été aussi la possibilité, à travers nos raids, de venir pousser une gueulante et de s'exprimer par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et oui, il y a eu un engouement. Alors, il ne faut pas aussi nier que c'est grâce au film d'Elisa. Mais ce confinement. Et là, à nouveau, ce sont des images arrangé. d'Elisa, de la dernière ride, celle de printemps, avec cette arrivée devant la Monnaie où un autre collectif s'occupe d'autres luttes. Et voilà, vous étiez présente aussi pour montrer votre soutien avec toutes ces femmes ou ces personnes issues des minorités de genre à vélo qui débarquent en foule en chantant avec ces slogans. On roule sur le patriarcat. C'est un de vos slogans favoris chez les déchaînés. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'aimerais essayer d'évoquer avec vous, est-ce que vous sentez des avancées, Barbara, je vous regarde vous, dans la lutte contre le patriarcat, avec toutes ces... Allez, quand on regarde le film d'Elisa, quand on participe de loin ou de proche en tant que journaliste, en tant qu'observateur, ou à l'intérieur même de ces actions des collectives, on a l'impression qu'il y a un changement. Est-ce que institutionnellement, il est là et qu'on peut le voir aussi qu'il suit l'échelle? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que c'est un argument qui revient beaucoup. C'est une question je crois que toutes les quatre, qu'on nous pose énormément, mais ça change quand même, non? Alors oui, ça change, il y a des choses qui avancent, et on ne va pas cracher dessus, bien sûr, mais les choses qui avancent ne compensent absolument pas les choses qui stagnent, voire les choses qui font marche arrière. Et là, pour le coup, ça rejoint, je vais boucler un petit peu la boucle, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'on nous colle souvent une étiquette de subjectivité. Là, en fait, il est vraiment temps d'entendre les arguments très rationnels des féministes en regardant les chiffres, vraiment. Les différences de salaire. Plein de choses. Oui, les différences de salaire, le temps consacré aux tâches ménagères. Je pense qu'on a gagné 2 minutes en 15 ans de tête, donc grosse avancée. Donc voilà, je pense que c'est des choses à relativiser, et là, pour le coup, les chiffres parlent, quoi. Elisa, vous remarquez aussi, vous avez été baignée dedans, vous le disiez vous-même, que vous ne connaissiez pas forcément toutes les luttes, tous les combats. La Fronde, Laisse les filles tranquilles, les déchaînés, non peut-être, les blédardes. Imazirène aussi, un collectif hyper important qui lutte aussi pour le féminisme, pour le port du foulard, en tout cas pour laisser les femmes tranquilles. C'est tous des collectifs qui sont dans votre documentaire. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces collectives? Est-ce qu'elles sentent une avancée positive? Je ne vais pas parler à leur place, je ne me permettrai pas. Ce que je crois juste, c'est que si moi-même je n'étais pas au fait de pas mal de choses qui se passent et qui bouillonnent en ville, c'est que il faut vraiment les visibiliser, il faut leur donner la parole, il faut les montrer le travail qu'elles font, les écouter. Et c'est comme ça que j'espère que ce documentaire servira, parce que non, on est encore loin du compte, mais en tout cas, sortir de la marginalité pour les mettre un peu aussi dans la réalité. Vous dites quelque chose d'assez intéressant à la fin du documentaire. Je dis tout, désolé Elisa, mais regardez-le quand même. Vous dites qu'on a le droit aussi, en tant que militante, de prendre du temps, un moment pour soi.
et de sortir de ce rôle de toujours je dois éduquer, l'injonction à l'éducation finalement une fois qu'on est militante. Expliquez-moi un peu ça en quelques mots, Stéphanie. Quand on est dans une société sexiste, raciste, validiste, homophobe, tout ce que vous voulez, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de prendre soin de sa santé mentale est une forme de résistance. C'est une résistance absolue. C'est pour ça que je dis ça. Pour pouvoir continuer la lutte, en fait. Absolument. Et de toute manière, cette injonction, on n'a pas à la recevoir. Je veux dire, l'école, c'est jusque 18 ans, parce qu'après, quand on est grand, on peut très bien s'instruire par soi-même. Donc, on n'a pas à demander à des femmes de toujours être là pour nous apprendre des choses, au même titre qu'on n'a pas à forcément demander à des personnes en situation de handicap de nous dire ce que c'est que de vivre quand on est en situation de handicap, ou des personnes racisées dans le même sens. Juste pour revenir sur votre question de tout à l'heure, les avancées, elles se voient comment ? Elles se voient parce que le problème, il est structurel, il est institutionnel. Les vraies avancées, elles se manifestent comment ? De manière structurelle et institutionnelle. Et là, force est de constater que dernièrement, encore une fois, le corps des femmes était une monnaie d'échange pour pouvoir obtenir le gouvernement, par exemple, dans lequel on est à l'heure actuelle. Donc ça veut dire quelque chose. Et là, ça fait 20 ans que nos autorités se sont rendues en Afrique du Sud pour la conférence de Durban pour pouvoir obtenir... lors de celle-ci, elle s'était engagée à mettre sur place un plan d'action contre le racisme et les discriminations. 20 ans plus tard, il n'y a rien, il n'y a pas une seule ligne. Donc les vraies avancées, il y a une avancée, une prise de conscience dans le peuple, dans les mouvements militants, depuis toujours, ça ne cesse pas, mais les vraies avancées, on les verra d'un point de vue structurel, parce que le problème, lui, il est structurel. Merci pour vos combats, c'est déjà la fin de cette émission, il y a encore plein de trucs à dire, mais renseignez-vous, allez voir sur le site de Mémoire coloniale des déchaînés pour connaître les dates des prochaines rides, suivez Elisa et toutes ses vidéos, elle en fait encore, Barbara Dupont, sa page D'où la page sur le blog, et puis c'est sur Instagram, sur Facebook. Ça vaut la peine, ça nous enseigne, ça nous renseigne, et puis il est temps de regarder si ces changements ont aussi une portée structurellement. Merci à vous quatre d'avoir été nos invités, et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.